Bonjour Jean-Luc Mélenchon, soyez le bienvenu sur BFM Politique. On ne vous a pas sur ce plateau, mais vous êtes en direct de Marseille, où vous êtes, je le rappelle, député des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Commençons d'abord par ces manifestations d'abord aux États-Unis, manifestations maintenant également en France. Il y en a eu toute la semaine et encore hier. Vous avez dessiné un parallèle entre la mort de George Floyd et celle d'Adama Traoré. Vous avez déclaré hier que George Floyd et Adama Traoré étaient morts, je vous cite, du même geste. Est-ce que vous pouvez affirmer que lors de l'arrestation d'Adama Traoré, les policiers ont eu cette même attitude que vous avez sans doute vue dans la vidéo qui circule des 8 minutes 46 abominable, où ce policier a le genou sur la nuque de George Floyd qui ne peut plus respirer et qui finit par en mourir? Est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle aussi net entre ces deux morts? On pourrait le faire aussi avec celle de Cédric Chouillat. Hein. Vous savez bien que je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un magistrat qui a suivi. Pourquoi me posez-vous cette question? Ce que nous savons, c'est qu'il y a des gestes qui tuent. Et je vous affirme, il y a des gestes qui tuent. De la même manière que le recours à certains armements tue, éborgne et mutile. Je vous le dis froidement et tranquillement. La preuve, c'est que nous avons déposé, nous les Insoumis, 2 propositions de loi sur le sujet, qui ont été défendues par la députée de Paris, Danielle Obono, et ensuite par François Ruffin à l'Assemblée nationale, sans que ces lois puissent être présentées. Je crois que nous devons nous interroger sérieusement sur ce qui se passe. Je voudrais vous faire remarquer une chose qui a une grande importance, c'est que ce sont des policiers qui, en France, ont dénoncé les propos racistes, sexistes et les gestes violents. Des policiers à Rouen, ceux qui ont signalé le site Facebook à un site de presse, ce sont des policiers. Ce qui veut dire que c'est de l'intérieur de l'institution. Vous avez à l'intérieur le syndicat Vigie, qui lui aussi alerte sur ce qui se passe dans la police depuis des mois. Mais il y a une volonté de déni. C'est-à-dire on fait comme si ça n'existait pas. Notamment dans la presse pendant longtemps. Qui est dans le déni? Oui, vous par exemple. Vous, par exemple, parce que vous vous souvenez une fois, oui, mais je vous comprends, parce que personne n'a envie de se dire que les choses en sont arrivées à ce point. Non, mais je ne vous demande pas de nous comprendre, il faut être dans l'information, en effet. Mais vous estimez qu'il y a un déni politique, qu'il y a un déni de tout le pays? C'est important, oui. C'est un déni de toutes les superstructures du pays qui n'ont pas envie de voir ça. Et dans ces superstructures, il y a aussi les médias. Vous vous rappelez cette campagne qui a été menée contre moi, parce que dans une conversation privée, j'avais qualifié les policiers qui éborgnaient les gens ou les matraquaient au sang dans la rue de barbares. Alors on avait dit, oh, ce mot est exagéré. Aujourd'hui, plus personne ne se risque à dire que c'est exagéré. Mais je vais vous dire une chose. L'important, bien sûr, c'est la question de la police, mais le plus important, c'est la question de l'unité de la nation. On ne peut pas accepter qu'on considère qu'il y a 2 France ou 3 France suivant les couleurs de peau. Et comme les couleurs de peau et les religions recoupent souvent les inégalités sociales, on a l'impression d'un système qui fait bloc contre la partie de la population la moins en état de se défendre. Ça, c'est la réalité. Et l'unité de la France, c'est accepter l'idée qu'il n'y a qu'un seul peuple français et que tout le monde doit être traité de la même manière devant la loi. En tout cas, moi, c'est ça que je défends. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, selon vous, les propos qu'on a pu découvrir justement de ce groupe Facebook doivent nous amener à nous interroger sur l'éventualité d'un problème de racisme structurel au sein de nos forces de l'ordre, dans la police, dans la gendarmerie? Est-ce qu'il y a un sujet de formation, par exemple, des plus jeunes qui arrivent dans ces corps de service de l'État? Oui, je crois que vous mettez le doigt au bon endroit. Parce que structurel, on ne sait pas très bien. Il ne s'agit pas de dire que nous avons une police raciste ou un État raciste. Personnellement, je ne dirais pas ça. Mais je dirais très certainement que par une sorte d'enchaînement, d'emballement, de surenchère, il y a une fraction significative de la police et peut-être de la gendarmerie, mais comme c'est l'armée, ils sont beaucoup plus sérieux et patriotes, qui a glissé dans cette attitude. Regardez par exemple le syndicat des officiers de police qui fait un visuel dans lequel il dit qu'après que l'armée française ait eu le dernier mot face à ce terroriste de l'AQMI au Mali, je crois,
a fait un visuel pour dire que ceux qui participaient à la manifestation du 10 novembre dernier étaient en deuil. J'étais à cette manifestation parce qu'il y avait eu un attentat contre une mosquée et que personne ne disait rien. Eh bien, vous voyez bien que ce genre d'attitude de provocation est maintenant devenu courant. Un des syndicats de police le plus important menace des juges. Par conséquent, oui, on a un problème. Il faut dire les choses. Vous pensez au syndicat Alliance, Jean-Luc Mélenchon ? Oui, mais il me menace. Maintenant, oui, absolument, il me menace, moi, personnellement, dans leur... non, je ne suis pas en bras de fer avec eux. Leur rôle est de servir et d'obéir. Et ils me devraient le respect qui est dû à un parlementaire. Et ils se comportent avec les juges, avec les parlementaires et même avec des journalistes, puisqu'ils ont représenté les journalistes comme des chiens avec des dents écumant de rage. Et vous avez raison de dire qu'il y a un problème de formation qui est posé, d'école de police. Je vous rappelle que le ministre Pierre Joxe avait redressé tout ça de son temps. Oui, parce que voilà pour le constat, mais quelle solution? Comment améliorer les choses? Vous disiez à l'instant, la gendarmerie, ça va mieux que dans la police, à vos yeux, à vous en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses à cet égard-là? D'abord, c'est une question de formation des jeunes policiers. Ensuite, c'est une question d'intransigeance de la hiérarchie, parce que vous voyez, au bout du compte, c'est très facile. On se débarrasse sur le bout de la chaîne des problèmes. En effet, ce sont des policiers du rang et des officiers qu'on retrouve parmi ces 8000 personnes qui, sur le groupe Facebook, tiennent des propos racistes, injurieux, qui sont dénoncés par leurs propres collègues. Mais évidemment que c'est d'abord la hiérarchie qui doit se mettre en cause, et par-dessus tout le ministre. Si le ministre avait dès le début commencé par dire « écoutez, ça, c'est pas acceptable, c'est une faiblesse et c'est une faillite du maintien de la sécurité que d'éborgner, de crever les yeux des gens. C'est un échec de la police que quelqu'un soit mort d'un geste d'immobilisation. Les choses auraient été différentes, car les policiers, femmes et hommes, sont des personnes comme tout le monde. Ils n'ont pas de goût particulier à la violence et au meurtre. Il a une responsabilité, Christophe Castaner, totale. Mais elle est absolue, parce que c'est lui la tête de la pyramide. Selon les ordres qu'il donne et l'attitude qu'il adopte, le reste du commandement et de la hiérarchie applique et se sent ou encouragé ou réprimé dans les mauvais comportements. Il a laissé aller à chaque étape en défendant tous les abus, jusqu'au point de nommer le préfet l'allemand, préfet de police de Paris, qui était déjà bien connu en Gironde pour sa brutalité et sa violence. Je signale que c'est le seul préfet qui est félicité des policiers après que ceux-ci aient matraqué un député, le député Loïc Prudhomme. Donc il n'y avait pas besoin d'être un grand meneur d'hommes pour comprendre qu'en désignant un tel chef, on poussait à la surenchère et à l'exagération. Donc il y a le problème de la formation des policiers et celui de la punition des mauvais chefs qui donnent par leur comportement ou par leurs ordres les mauvaises habitudes aux jeunes collègues qui arrivent et qui, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils regardent, parce que souvent ils ont peur, il faut que les ordres et les décisions soient beaucoup plus clairs et prennent leurs responsabilités. Edwige Chevrillon. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit comment se fait-il que 80% des jeunes gens qui ont la peau blanche n'ont jamais été contrôlés et que 85% de ceux qui sont de couleur de peau noire ou d'autres ethniques venues de l'extérieur, comme on dit, entre guillemets, aient été contrôlés? Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il y a un délit de faciès? Et surtout, comment peut-on y remédier? Est-ce que vous avez la solution? Alors, je ne sais pas si j'ai la solution. En tout cas, j'essaye de trouver une solution. Et c'est qui est une attitude préférable à ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème. Il suffit de se promener un petit peu pour se rendre compte que oui, il y a un problème. On a déposé une proposition de loi en faveur de l'établissement d'un récépissé, pour éviter, si vous voulez, que des jeunes gens soient contrôlés 3, 4, 5, 6 fois dans la journée, ce qui, naturellement, les pousse à bout, comme n'importe quel jeune serait poussé à bout s'il était traité de cette manière. Oui, Benoît Hamon et d'autres, vous savez, c'est pas nous qui avons trouvé ça. C'est venu directement du terrain et des associations qui essayaient de trouver une solution positive. Voyez-vous, ce qu'il y a de dramatique, c'est que quand on reconnaît un problème, qu'on essaye de le régler, que l'on dénonce les responsables, au lieu d'être entendu pour ce que l'on dit, on est caricaturé en anti-flic, en anti-ordre, voire en ami de la délinquance. Tout ça est absurde. Si nous avons ce comportement, il faut bien que vous le compreniez, de ma part et de la part de beaucoup de gens, c'est d'abord par amour du pays. Il faut que vous compreniez ça. Moi, je suis un natif du Maghreb. Je suis un Maghrébin européen. J'ai une sympathie spontanée
pour ces milliers de gens avec qui je sais que nous sommes liés et dont les enfants et les petits-enfants sont totalement intégrés à la société française, ne parlent que le français et font leur carrière en France. Je ne supporte pas qu'ils soient traités comme des personnes de seconde catégorie. Je n'admets pas que la couleur de peau de quelqu'un le mette à part de la communauté française. Et je voudrais vous dire que tous ceux qui aujourd'hui se joignent à ma protestation, voyez tous ces jeunes gens comme ils sont calmes et disciplinés dans leur protestation, le font aussi par amour du pays. Jean-Luc Mélenchon, justement, cette question de l'amour du pays, cette question de l'ordre, cette question, vous le disiez tout à l'heure, même de patriotisme, puisque pour vous, ça n'est pas un gros mot. Quand vous voyez ce qui s'est passé dans la manifestation de mardi, cette séquence que je voudrais qu'on réécoute, où des manifestants ont injurié un CRS de couleur noire en le traitant de vendu. Écoutez. Vendu, 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 vendu. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc Mélenchon, de cette, comme s'il y avait les bons et les mauvais? Oui, je pense que vous faites une très mauvaise action en ce moment en faisant ça, en donnant cette image d'une jeunesse qui, pour le reste, a chanté la Marseillaise et crié la devise de la patrie, liberté, égalité, fraternité. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'il soit à bout. Et vous montrez ces images pour donner l'impression qu'elles représenteraient la masse de ces jeunes gens. Vous ne faites pas l'effort d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent vous dire. Et de cette manière-là, en quelque sorte, Mélenchon, vous ne pouvez pas dire ça n'a pas existé. Vous ne pouvez pas dire ça n'a pas existé. Je ne trie pas. On est en train de montrer aussi différentes choses qui se sont passées. Bien Donc sûr. en fait, il y aurait des choses qu'on a le droit de dire et d'autres qu'on n'a pas le droit de dire. Donc ça, vous niez que ça se soit passé? Non. Cette vidéo est faite de toutes pièces? Madame, non, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, de montrer les images que vous voulez, mais reconnaissez-moi le droit de contester le fait que vous donniez cette image. La masse de la jeunesse de ce pays est non raciste et anti-raciste. Et elle subit avec beaucoup de patience un régime d'humiliation permanent. Vous devez donc vous attendre à des réactions de cette nature et vous devez les comprendre, vos propres enfants, quand ils sont mécontents de l'autorité. Qu'on dise à un CRS qu'il est un vendu? C'est un débordement. C'est que si vous ne le comprenez pas, c'est que vous ne comprenez rien au cœur humain. Vous ne comprenez rien. Vous avez besoin de faire venir des gens comme moi sur votre plateau pour quoi faire? Pour maintenir l'ordre avec vous. Vous êtes déjà assez grand pour le faire. Donc vous refusez de commenter ce... C'est simple, c'est clair, vous refusez de commenter cette Mais si, je viens de le faire. Je viens de le faire. Je viens de vous expliquer pourquoi on en arrive à cette situation. J'essaye de vous faire comprendre. Vous ne voulez pas le comprendre, je l'admets. Après tout, je ne porte pas la vérité à moi tout seul. J'essaye de vous faire comprendre que les gens n'en peuvent plus. J'essaye de vous faire comprendre que 4, 5, 6 contrôles par jour, les gens n'en peuvent plus. Que se faire traiter de bougnoul, de négro, etc. par les gens qui sont de couleur de peau noire ou autre, les gens n'en peuvent plus. Et il arrive qu'à un moment donné, ils débordent par une expression en disant « Mais toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Comment ça se fait que tu ne protestes pas ?» Et je vais vous dire, moi j'appelle les éléments sains de la police et de la gendarmerie à faire acte de bravoure et de courage, de se porter en avant en disant « Ça ne peut plus durer ». Comme le faisaient avant vous les policiers et les gendarmes, ceux qui vous ont précédé dans cette carrière. Rappelez-vous du policier Bernard Delplace, qui était le chef du syndicat de la police en tenue et qui appelait et qui disait « Celui qui bat un homme à terre déshonore son uniforme ». Eh bien, je vous le redis, moi, Mélenchon, on déshonore l'uniforme quand on ne le porte pas à la hauteur à laquelle les gens l'attendent. Parce que la plupart des gens, ils aiment avoir une police républicaine. Et j'en ai assez qu'on les appelle les forces de l'ordre. J'appelle ça, moi, les gardiens de la paix. C'est à ça que nous aspirons. Une société de paix, de bienveillance, de fraternité, pas de haine et de racisme. Jean-Luc Mélenchon, c'est intéressant ce qui est en train de se passer et je vous écoute attentivement. On a l'impression d'être aux États-Unis. Les blancs contre les noirs, les races contre d'autres races, c'est les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas la République française. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Luc Mélenchon, qu'il y a en ce moment une tension qui est en train de monter dans notre pays avec des races qui se dressent les unes contre les autres et devant lesquelles la classe politique, mais peut-être vous y compris d'ailleurs, semble impuissant et accepter cela comme une fatalité? D'abord, je voudrais vous rappeler que les races n'existent pas.
il me paraît important de ne pas utiliser de mots qui n'ont pas de sens. Oui, mais Il ce n'y a sont pas les de mots, race. ce Ça sont les mots que n'existe tout le pas. monde emploie de L'humanité- manière rapide. Pardon. C'est vrai, vous avez Pardon. raison. Des Non, pas tout le origines monde. Pas tout le culturelles, monde. ou le grand public, disons. C'est vrai, vous Ah avez oui, vous raison. changez de registre, Vous avez là. raison, Jean-Luc Mélenchon. Bon, mais alors, des origines qui se dressent les races les unes contre les n'existent autres, pas. des couleurs Premier de point. peau. Est-ce que c'est ça la France Non. aujourd'hui? Non, écoutez-moi. Je crois que vous devez faire l'effort d'analyser, parce qu'après tout le monde ne s'est pas penché sur ces questions. Les races n'existent pas, mais certains se sont comportés pour faire en sorte qu'on croit qu'elles existent comme un facteur naturel indépassable. Pourquoi ? Parce que nos sociétés, oui, se sont américanisées au sens où ce sont devenues des sociétés libérales très inégalitaires, et que les inégalités recoupaient des frontières qui étaient des frontières de couleur de peau ou d'origine, parce que les pays de l'immigration sont de race noire ou d'ethnie maghrébine. Et comme ce sont les plus pauvres au départ, eh bien alors on a voulu faire croire que l'inégalité sociale était une inégalité naturelle. Et c'est la raison pour laquelle, en quelque sorte, les inégalités se sont recoupées les unes les autres en s'empilant. Et au dernier degré, vous avez les personnes qui sont des femmes, de couleur de peau noire et de métiers extrêmement humbles. Comment ce mécanisme s'est-il mis en place? C'est ça qu'il faut combattre. Alors vous dites la France, c'est pas les États-Unis. Je l'espère bien, mais je dois regretter qu'en France, les policiers soient très rares, qui se soient rendus compte et qui dénoncent les comportements inadmissibles. Et qu'on voit le système médiatique, comme vous êtes en train de le faire, dire qu'il y a des races qui s'affrontent. Non, si vous êtes allé dans la manifestation, vous aurez vu des gens de toute couleur de peau et de toute religion se retrouver pour protester contre le Jean-Luc racisme. Mélenchon, vous êtes là, je vous ai interviewé maintes fois, et là, vous êtes dans le moment où vous commencez à pas être totalement honnête. Je n'ai jamais dit qu'il y avait des races qui s'affrontaient en France. Je dis, est-ce que la société Si, vous française venez exactement de dire Non, ça. mais non, j'ai précisé Mais ma monsieur, question, vous ne vous écoutez Jean-Luc pas Mélenchon. vous-même parler. Mais si. Mais Je vous dis, monsieur, je ne vous est-ce que- accuse pas d'être raciste. Mais non, Attendez, quand même. calmez-vous. Quand même. Calmez-vous un instant. Je ne vous attaque pas, je ne vous accuse pas. J'essaye de vous montrer comment, dans les habitudes de langage, on en vient à adopter des postures et à utiliser des mots qui sont inadaptés. Je ne vous en veux pas à vous. Je ne pense pas que vous soyez sais bien. raciste en seul instant. Je vous connais personnellement et vous ne l'êtes pas. Ouais. Mais Voilà. ce que je veux vous dire, c'est comment on en est arrivé là. J'essaye d'expliquer la Oui. situation. Pas de vous montrer du doigt, c'est pas mon sujet. Et c'est Dans l'objectif cette affaire, ce d'expliquer, qui est justement, de important, c'est les comprendre gens ce qui qui se nous passe en ce écoutent. moment. Est-ce que, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous redoutez, malgré tout, vous parlez des États-Unis, de la France, est-ce que vous redoutez un embrasement en France, comme ce qui se passe aux États-Unis, où il y a un phénomène, espérons-le, où il y a vraiment quelque chose qui a changé après cet événement dramatique? Pour ma part, évidemment, je souhaite que ça fasse évoluer du bon côté les opinions. D'ailleurs, puisque j'ai dit un peu de mal de vous, je vais dire un peu de bien. Vous avez interviewé des policiers et des policières qui se sont exprimés sur votre antenne pour dire qu'en effet, il y avait des propos inadmissibles et des comportements inadmissibles. Et de ce point de vue, à ce moment-là, vous aidiez à la prise de conscience parce que des tas de gens n'ont pas envie de prendre position contre la police et la gendarmerie, parce que c'est comme les pompiers, assez spontanément, beaucoup de gens apprécient la protection qu'ils en attendent. Donc il faut qu'on aide à la prise de conscience et qu'elle aille du bon côté. Et moi j'espère, si vous voulez, rappelez-vous que les débuts d'SOS Racisme, c'était aussi une vague comme ça qui était partie en masse. Et bien là, il y a une vague de masse dans la jeunesse. Bon, je suis fier de mon pays quand je vois ça et que je les vois s'y mélanger, s'y bigarrer, tenir une position antiraciste. Mais il faut cesser le déni. La violence policière est une réalité. Elle est maintenant dénoncée de tous côtés. Nous n'avons aucun des organismes qui nous permettent de nous mettre en sécurité. L'IGPN est une triste comédie. Les gens ne savent pas que le défenseur des droits peut recevoir leur... Oui, systématiquement, parce que, comme tout le monde, on a envie de croire qu'il existe une instance qui rend justice, mais ce n'est pas le cas. L'IGPN est une comédie sans consistance morale ni philosophique, et il vaut mieux s'adresser aux défenseurs des droits, dont c'est le statut, les Français ne le savent pas, de les défendre lorsque leurs droits sont violés. Est-ce que le le moment président venu, de la il faudra République... créer une vraie institution. Est-ce que le président de la République, est-ce qu'Emmanuel Macron, qui ne s'est pas exprimé depuis ni sur ce qui se passe aux États-Unis, ni sur ce qui se passe en France, doit prendre la parole ? Moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils prennent la parole là-dessus que pour vendre des voitures. Il serait plus utile. Et il doit avoir une parole qui doit, comme toujours, il faut aller à la cause du plus faible. Et le plus faible aujourd'hui, c'est les borgnés, c'est l'amputé, c'est le jeune qui a été, comme on dit, racisé, c'est-à-dire que ça lui plaise ou pas, on l'a enfermé dans une identité raciale.
Le président de la République devrait dire, voilà, quand on dit que la République est une et indivisible, on ne parle pas seulement de ses frontières, on parle d'abord de son peuple. Et je voudrais que mes compatriotes, les Français qui vivent un peu partout, mais n'ont pas forcément le contact avec la bigarrure du pays, se rendent compte que nous sommes une nation métisse, très mélangée, et que notre force à nous Français, c'est d'être capable de trouver une sortie dans laquelle nous soyons tous unis dans le même élan, quelle que soit notre couleur de peau ou notre religion. C'est ça qui fait l'identité française. Nous ne sommes pas simplement des ghettos additionnés. Nous sommes un seul peuple. En tout cas, moi, c'est ce que je défendrai jusqu'au bout. Et comme élu de Marseille, avec peut-être plus de force qu'ailleurs, il y a 2600 ans que cette ville réussit cet exploit de faire vivre ensemble des gens qui, au bout du compte, viennent de partout dans le monde. Et ça, c'est un bonheur d'être comme ça. Il faut que les Français soient fiers d'être ce peuple, pas qu'ils en aient honte et qu'ils pensent qu'une partie de notre peuple doit être montrée du doigt parce qu'il n'a pas la religion qui convient à la majorité. Jean-Luc Mélenchon, on marque une petite pause, on revient dans un instant. Jean-Luc Mélenchon, on poursuit avec vous ce BFM politique. Edwige Chevrillon. La question qu'on peut se poser à propos de cette crise économique qui arrive, Jean-Luc Mélenchon, c'est de savoir est-ce qu'il fallait confiner à ce point-là? Écoutez, ni vous ni moi, on est capable d'apporter une réponse stable là-dessus. Parce que des mesures sanitaires aient été prises, il a semblé qu'en effet, si on ne confinait pas, le nombre des gens qui seraient en situation de détresse respiratoire ou d'infection extrême aurait débordé les capacités d'accueil des hôpitaux et on aurait eu un drame beaucoup plus important que celui qu'on a eu. Donc ne réécrivons pas l'histoire après coup, on a fait ce qu'il fallait, on peut penser que ceux qui ont pris ces décisions le faisaient en connaissance de cause. Mais si on commence à voir des complots et des exagérations partout, alors on ne peut plus vivre en société. Il n'y a plus aucune consigne collective qui peut fonctionner. Maintenant, ce qui n'est pas raisonnable, c'est un déconfinement économique qui est fait avec les anciennes méthodes. C'est-à-dire on saupoudre de l'argent de tous les côtés en espérant que le marché, spontanément, va rétablir la production comme elle était auparavant. Ce qui n'est pas souhaitable à la fois compte tenu du niveau de pollution que cette production occasionnait, ni aussi parce que nous devons changer nos méthodes de production et ce que nous faisons. Voilà pourquoi, pour ma part, je trouve que l'attitude des responsables gouvernementaux français n'est pas ce qu'elle devrait être au moment du déconfinement économique. Vous êtes consciente comme moi, vous êtes une spécialiste de ces questions, que nous allons devant des situations d'une gravité extrême. L'économie française est en grand danger, non seulement d'effondrement dans le chômage, mais aussi d'un décalage avec les économies voisines, notamment allemandes, telle que la zone euro pourrait elle-même être menacée et exploser. Donc il faut prendre très au sérieux le moment économique qui arrive devant nous. On va le développer. Et en particulier à cette fin de mois de juin, mais on va en parler. Oui, on va en parler. Moi, juste encore une question. Est-ce qu'on n'a pas sacrifié une génération Covid, des jeunes, tout simplement pour empêcher que le virus ne se propage au sein d'une population plus âgée? Est-ce qu'il n'y a pas un sacrifice qui a été fait par une jeune génération? Non. Ou qu'on a imposé à une jeune génération? Allons, je vous en prie. Il ne faut pas parler comme ça. C'est une question que... Non. C'est une question de vie en société. La civilisation humaine je vous cite fait que les jeunes s'occupent des plus anciens. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais simplement Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on a sacrifié. Là, vous allez trop loin. Vous avez une pensée trop étroitement économique. Jean-Luc Mélenchon, justement, pas du tout étroitement économique. Et je voudrais simplement citer Patrick Boucheron, l'historien, qui a dit cette semaine cette phrase: la jeunesse a payé un prix extravagant et le payera encore aujourd'hui. Il y a eu un sacrifice générationnel. Simplement pour soutenir les propos d'Edwige Chevrillon, Jean-Luc Mélenchon. Mais je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Parce qu'en toute hypothèse, quand bien même cela serait-il avéré, c'est-à-dire que la défense des plus faibles aura coûté aux plus jeunes, eh bien je dirais que c'est seulement un acte de civilisation. Si vous allez au musée de l'Homme à Paris, vous verrez la tombe d'une femme préhistorique et cette tombe, elle est avec ses ornements et on s'est aperçu que cette femme avait eu les os brisés à plusieurs reprises et qu'ils s'étaient ressoudés. C'est donc dire que depuis la nuit des temps, les êtres humains s'occupent des plus anciens, les plus jeunes s'occupent des plus anciens. Par conséquent, il ne faut pas diviser la population par âge face au péril. Face au péril, on réagit tous ensemble au profit des plus faibles. Mais il n'est pas avéré
que les plus jeunes aient payé le prix le plus extravagant. Si on dirigeait ce pays avec un minimum de prospective devant soi, c'est-à-dire en prévoyant ce qu'il est indispensable de faire, on aurait de quoi employer tout le monde. Je vous signale que quoi que vous fassiez, Covid ou pas, à la rentrée de septembre prochain, vous aurez 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail parce que nous sommes une nation jeune. Faut-il regretter d'avoir eu des enfants? Je vous pose la question. D'un point de vue économique, c'est aberrant. Il aurait mieux valu ne pas en avoir. Est-ce que c'est ça la conclusion que nous allons tirer de notre échange? Jean-Luc Mélenchon, une question très concrète. On parle d'enfants. Est-ce qu'il faut maintenant, selon vous, assouplir le protocole sanitaire dans les écoles pour faciliter le retour à l'école là, d'ici les grandes vacances, que davantage d'enfants puissent retrouver leur maîtresse et leur maître? Non, il faut avoir le protocole sanitaire convenable, c'est-à-dire celui qui est le plus précautionneux à l'égard des enfants et à l'égard des enseignants. Ce que je ne suis pas capable de vous dire, mais les mesures sanitaires, ce n'est pas comparable à n'importe quelle autre mesure. En matière sociale ou en matière pénale ou en matière civile, vous prenez les décisions que vous voulez, parce que la conséquence, elle sera de type de fonctionnement de la société. Sur les questions sanitaires, il s'agit de vie et de mort. Par conséquent, les bonnes règles sont celles qui protègent la vie et faut reculer la mort. Je n'en vois pas d'autres. Ni vous ni moi ne sommes capables de dire quelle serait la règle la plus efficace à cette heure. Mais l'objectif, ça ne peut pas être simplement de dire qu'il faut qu'il y ait le plus de gamins possible à l'école. Non, il faut qu'il y ait le plus de gamins possible qui restent en vie et dont les anciens ou les parents ou les professeurs restent en vie aussi. Ça me paraît être une règle prioritaire. Donc on ne se trompe pas de priorité, d'après vous. Il y a cette question sur la commission parlementaire. Non, mais attendez, je ne sais pas, et vous non plus. Je ne sais pas, et vous non plus, parce que vous n'êtes pas médecin, moi non plus, on essaye de se renseigner comme on peut, vous dans votre métier de journaliste, moi comme parlementaire, parce que j'ai intérêt à connaître aussi bien que possible la situation, donc j'échange beaucoup avec les milieux syndicalistes salariés, ou patronaux d'ailleurs, je discute aussi avec eux, pour essayer de bien comprendre la situation, et puis à partir de là, tirer une règle de conduite. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, répète depuis 2 jours que c'est désormais maîtrisé et que l'on peut largement déconfiné, et c'était évidemment à cela que faisait référence notre question. Cette commission d'enquête... Oui. Mais vous savez, je suis comme vous, moi. Oui, je suis un peu sceptique aussi maintenant quand je les entends, parce que j'ai entendu le même dire que les masques ne servaient à rien, puis qu'ils devaient être obligatoires. Disons que ça crée un peu de trouble dans notre capacité à suivre les consignes. Mais enfin, on va continuer à les suivre. Je lui poserai la question puisqu'il sera mon invité ce soir, Jean-Luc Mélenchon. Je rebondirai sur vos propos. Cette commission d'enquête parlementaire, finalement, ce serait l'Élysée qui décide de créer eux-mêmes l'instance d'enquête avec des experts qu'ils disent être indépendants sur la gestion de la crise Covid. Est-ce que vous partagez l'étonnement de quelqu'un comme Gérard Larcher qui se dit très étonné, on peut même sentir qu'il est assez furieux de ce fonctionnement? Oui, ben, c'est pas acceptable. Alors, nous, comme groupe, nous avons fait notre propre commission d'enquête parce que, déjà, on n'avait pas confiance dans la conduite de celle que menait le président Richard Ferrand. Mais là, il s'agit, si vous voulez, de relations politiques à l'intérieur d'une assemblée pour éclairer le point de vue des uns et des autres. Mais là, c'est du jamais vu. Est-ce que le président de la République a entendu parler d'une chose qui s'appelle la Constitution? Parce que dans la Constitution, l'exécutif ne se contrôle pas lui-même. Ce sont les assemblées parlementaires qui le font. Si le président croit que la Constitution n'est pas bonne et que le Parlement ne sert à rien, il doit le dire. D'ailleurs, il l'a déjà quasiment dit. Mais là, c'est un abus de pouvoir absolu, total et anticonstitutionnel. Le contrôle de l'exécutif s'opère par le Parlement, pas par des commissions d'experts désignées par l'exécutif. Enfin, même sans être un grand professeur de droit constitutionnel, ce sont des choses qu'on arrive à comprendre. Le président de la République, maintenant, finalement, se figure qu'il est le monarque présidentiel dont nous l'accusions d'avoir le goût jusqu'à présent, mais là c'est incroyable. Il n'y a que dans les régimes absolus que de telles choses ont lieu, où l'exécutif se fait contrôler lui-même par des gens qu'il a choisis. Non, l'exécutif est contrôlé par des gens qu'il n'a pas choisis, mais que le peuple a choisi, et ça s'appelle un parlement. Donc il faut faire une commission véritablement indépendante, et si c'était le cas, alors est-ce que vous accepteriez d'y participer ? Mais elle existe. Il y a une commission parlementaire qui a été créée à l'Assemblée nationale et il y en a une autre qui a été créée au Sénat. Voilà.
Eh bien, écoutez, mais ça va très bien comme ça, c'est fait pour ça. Sinon, on décide qu'il n'y a plus de Parlement. Alors, moi, j'ai tendance, à cette étape, à cette heure, à faire davantage confiance à la commission sénatoriale. Pourquoi ? Parce que les sénateurs sont dans l'opposition, donc ça va les rendre plus, plus vigilants, qu'à l'Assemblée nationale, où la majorité est constituée de députés La République En Marche. Alors, vous me direz, comme maintenant, il y a 3 groupes avec La République En Marche, et sans doute un autre qui va se créer, peut-être qu'eux-mêmes, par émulation, vont devenir plus vigilants. Mais vraiment, j'adjure qu'on comprenne que ça ne peut pas aller comme ça. Enfin, on n'est cul par-dessus tête, comme on dit vulgairement. L'exécutif se contrôle par une commission qu'il a lui-même inventée. Alors, donc les 2 commissions parlementaires ne servent à rien à ses yeux. Nous sommes tous des menteurs. C'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a un autre pays au monde où une chose pareille existe. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais revenir sur cette crise économique et sociale qu'on va affronter, qui est devant nous, en l'occurrence. Le président de la République a réuni les partenaires sociaux pour créer un dispositif et tenter de limiter la casse sociale. Il y a le chômage partiel. Et puis, il y a le moment où les entreprises pourront reprendre leurs salariés vraiment en CDI. Et donc, il a un dispositif qui permet de faire cette transition et de former les gens. Est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, ça s'appelle AMRE, c'était un bon dispositif ? Bon, on va voir. Je demande le temps, qu'on m'accorde un peu le temps de l'étudier, de le voir avec mes amis dans le détail. Mais évidemment que tout ce qui amortit le choc, tout ce qui empêche de passer au chômage sec, est bon à prendre. Et on n'a pas intérêt à laisser l'appareil productif se disloquer. Je veux dire par là qu'on ferme des entreprises, on perd les savoir-faire, les machines sont mises à rouiller, tout ça n'est pas bon pour le pays. Donc il vaut mieux faire comme ça. Mais je voudrais vous dire qu'il ne faut pas réunir les gens que pour faire de la réparation. Il faudrait réunir les gens pour faire de la prospective. Je m'explique. Devant le désastre qui s'avance, il nous faut une politique audacieuse, on va dire avec des grosses guillemets, de grands travaux. C'est-à-dire qui fasse tourner la production de la France dans une autre direction. Je vous prends un seul exemple. Vous avez entendu 100 fois parler de la lutte contre les passoires thermiques, c'est-à-dire les appartements qui laissent la chaleur s'en aller. Je n'y reviens pas. Je vais vous donner un exemple plus trivial. 20% de l'eau courante de ce pays se perd dans le sol parce que les canalisations sont détruites. Il faut donc reconstruire. C'est un immense chantier pour 20%. Nous avons l'entreprise qui sait le faire. Elle est en Meurthe-et-Moselle, à Pont-à-Mousson. Ce sont des tuyaux qui ont des capacités particulières. Figurez-vous que cette entreprise est en liquidation. Figurez-vous qu'il était question de la vendre à des Chinois. Donc nous irons demander aux Chinois non seulement des Maxon-Setti, mais même des tuyaux. On pourrait décider aujourd'hui un grand chantier où on remet d'aplomb tout le réseau de distribution de l'eau du pays. L'eau va devenir demain une matière première rare. Bon. C'est exactement ce que Ségolène Royal, figurez-vous, qui était notre invitée il y a 2 semaines, avait proposé également. Elle disait, voilà, le chantier prioritaire, essayer de remplacer les canalisations pour ne pas qu'il y ait de perte d'eau. Vous voudriez Je pourrais vous en citer comme ça plusieurs. Vous voyez... Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui pensent de manière convergente, qui se sont rendus compte. Le drame, c'est que les seuls qui s'en sont pas rendus compte, c'est ceux qui sont au gouvernement. Parce que vous demandez aux syndicats de travailleurs, de salariés, ou même aux syndicats patronaux, on pourrait avoir cette discussion avec eux. Regardez, il n'y a pas longtemps, M. Roux de Bézieux proposait qu'on mette une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Il y a 3 ans, quand je proposais ça, je me faisais traiter de sale chauvin et de nationaliste. Bon. Donc on voit que les mentalités ont évolué, que les gens sont moins crispés sur les dogmes libéraux, parce qu'ils se rendent compte qu'on est en danger. Oui, Roux de Bézieux, le président du MEDEF, donc c'est pas un gauchiste échevelé ou un ami des Insoumis, c'est pas son sujet. Son sujet, comme le mien, c'est comment on fait pour que le pays sombre pas. Donc il faut qu'il arrête, lui, Roux de Bézieux, et qu'il dise à ses collègues, écoutez, arrêtez de vouloir réduire les salaires et les vacances des gens, parce que c'est pas le sujet. Vous avez commencé par dire à Edwige Chevrillon que tout ce qui pouvait permettre de ne pas tomber dans un chômage sec était bon à prendre, je vous cite. Est-ce que ça veut dire, et vraiment là, soyons le plus concret possible, est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter, y compris des baisses de salaire, pour, en échange, conserver les emplois? Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que vous seriez OK pour une baisse de salaire? Mais non, ce serait une bêtise sans nom de faire ça. Pourquoi? Ça sauve son emploi. Parce que c'est la consommation populaire, qui porte la moitié de la croissance. Même si on est critique à l'égard de la croissance, vous voyez bien qu'on ne va pas faire tourner le modèle économique français vers un modèle écologique en 3 mois. Ça va prendre au moins 3-4 années. Donc il faut s'y mettre dès maintenant. Mais en attendant,
la moitié de la croissance de ce pays, c'est la consommation populaire. Si vous baissez les salaires, eh bien vous baissez la consommation. Si vous réduisez les vacances, les gens n'iront pas en vacances et vous irez vous expliquer avec l'industrie touristique. Vous comprenez bien que c'est une pensée extrêmement grossière et rudimentaire de dire ah ben voilà, on a trouvé la solution, on va payer le travail moins cher et empêcher les gens de partir en vacances. Mais il faut rattraper l'activité. C'est même pas une pensée économique. Oui, mais il faut rattraper les 3 mois. Quelle activité? Pendant 3 mois, il n'y a pas eu d'activité, vous le voyez bien. Regardez les chiffres, Jean-Luc Mélenchon. Madame, il n'y a pas eu d'activité. Oui, la question qu'on peut se poser, voilà, je ne dis pas qu'elle est simple à trancher. Hein. Ah bon? Non mais écoutez, quand vous avez déjà un stock de 400 000 voitures invendues, vous croyez que la priorité absolue, c'est de se mettre à en produire 600 000? Mais enfin, vous plaisantez. La priorité absolue, c'est de faire redémarrer par les fondamentaux la situation générale de l'économie du pays. Et dans l'économie du pays, pardon de vous le dire, il y a d'abord des êtres humains. Vous savez comme moi que d'ores et déjà, quand on vous dit qu'il y a 4,5 millions de personnes, 1 million de plus au chômage, hein, toute l'économie grise a sombré dans la misère et la détresse. Tous ceux qui étaient déjà à la frontière de l'économie, des CDI, les contrats précaires ou pas de contrat du tout, il ne faut pas se raconter d'histoire. Une bonne partie de la population de ce pays vit dans l'économie informelle, sans contrat de travail et payé au black. Vous le savez comme moi. Tout cela ont sombré dans le néant. Donc ce n'est pas le moment d'aller aggraver la pauvreté. Il faut donc, au contraire, par une activité relancée, ici, là, en choisissant les endroits, de manière à le faire utile, redémarrer l'économie du pays. C'est comme ça que je le ferais, en tout cas, si c'était moi qui m'en occupais. Jean-Luc Mélenchon, une question de société, maintenant. La ministre de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, propose ce matin dans Le Parisien d'augmenter le congé paternité à 1 mois, de créer un congé lorsqu'on a un parent malade, son père, sa mère qui est malade, on a besoin de s'en occuper, elle veut créer un congé pour cela, et aussi la création d'un congé quand on devient grand-parent, pour avoir 2-3 jours pour pouvoir profiter de ses petits-enfants lorsqu'ils viennent... J'ai raté le bon moment alors. Voilà, pour vous peut-être est-ce trop tard, mais est-ce que vous considérez, Jean-Luc Mélenchon, que ce sont là de bonnes idées ? Ben, on va les regarder parce qu'on se méfie un peu d'eux. Quand ils ont une bonne idée, en général, ça en cache une mauvaise. Mais je crois qu'au moins, ce qu'on peut comprendre de ça, qu'on peut mettre sur la table, c'est de dire que, comme on est dans une situation de grande détresse économique, tout ce qui permet de salarier des gens pour une activité utile à la société est bon. Bon, voilà une des idées. Alors, regardons ce que donne celle-là. Et c'est d'une manière générale, tout à l'heure vous disiez, il faut travailler davantage, je vais peut-être vous choquer, mais je pense que c'est le moment de diminuer le temps de travail. Parce que pour produire la même masse de richesse, on a besoin de moins en moins de temps de travail, vous le savez comme moi. Alors dire on va faire travailler les gens plus longtemps, ça n'aurait qu'un seul résultat, c'est augmenter le nombre de chômeurs. J'y reviens, il faut donc favoriser l'activité rémunérée pour rendre, en employant les grands mots, la demande solvable. Il faut que les gens aient les moyens de vivre. Regardez, vous me parliez du moment économique. Au mois de juin, les gens vont devoir payer les impayés de loyer qu'ils n'ont pas réglés, les impayés d'eau et d'électricité. Ça, c'est pour les gens. Pour les entreprises, vous avez le benchmarking trimestriel et semestriel, c'est-à-dire la vérification des comptes qui se fait avec les banques à la fin du mois de juin. Ouais. Jean-Luc Mélenchon, vous avez bien dit, c'est le moment de diminuer le temps de travail. Ça veut dire quoi? Il faut arriver aux 32 heures. Quel est l'objectif? Comment concrètement vous feriez? Écoutez, Déjà, si on était aux 35 heures en renchérissant les heures supplémentaires, ce serait très bien parce qu'on augmenterait la masse de gens nécessaires. Je peux vous proposer une autre idée. Je sais qu'elle ne sera pas forcément très populaire, y compris parmi mes propres amis. Mais rappelez-vous comment Lionel Jospin avait traité le problème du chômage massif de la jeunesse. Il avait donné des contrats de travail qu'on appelait emploi jeune pour 5 ans payés au SMIC. Et on a eu comme ça des jeunes gens qui ont trouvé 5 ans de visibilité pour organiser leur vie, leur préparation des examens, tout en se rendant utiles à la société. Voilà des solutions qui sont des solutions de détresse qu'il faut mettre en œuvre, mais qui partent toutes de la même idée. Donnez aux gens les moyens de vivre. Donnez-leur les moyens de vivre et vous verrez qu'ils feront vivre la société. Jean-Luc Mélenchon, une question politique. Ce matin, Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice de François Hollande, déclare ce gouvernement, c'est la violence tranquille. Est-ce que, selon vous, il y a quelque chose peut-être à construire avec elle, avec Christiane Taubira, d'ici l'échéance de 2022 ? Mais pourquoi pas ? D'une manière générale, avec toute personne qui a des préoccupations concernant l'unité de la patrie, le bien vivre des gens, l'augmentation des salaires et surtout le changement du modèle économique dans lequel nous vivons, elle et les autres. Bon, dans un passé récent,
elle n'a pas fait la preuve, comment dire, d'une grande radicalité, même verbale, comme c'est le cas aujourd'hui. Je rappelle qu'elle a été ministre du gouvernement de M. Hollande et de la loi El Khomri, quand même. Ce sont des choses dont on se souvient. Celui qui est radical, c'est... Il y a une formule qui vient du christianisme qui dit à tout pécheur miséricorde. Celui qui est radical, c'est votre collègue député François Ruffin. Est-ce qu'il est envisageable que ce soit lui, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui mène la charge pour les Insoumis d'ici 2022, ou bien est-ce que c'est forcément vous, Jean-Luc Mélenchon ? Non, je n'ai pas la folie de me croire immortel et inatteignable par la maladie. J'aurais pu très bien mourir du Covid-19. Hein. Bon. Donc j'ai toujours dit à mes camarades, à mes amis et aux membres du groupe La France Insoumise, soyez prêts à tout moment à tenir le drapeau et à le relever s'il venait à tomber à terre. Et je suis content de voir la génération Ruffin, Corbière, Coquerel, et puis les plus jeunes, Panot, Caténas, Bernalicis. Oui, les rangs insoumis proposent toute une palette de personnalités. Donc ils sont nombreux, et moi, j'aurai une décision à prendre le moment venu. Oui, ce sera quand cette décision, Jean-Luc Mélenchon ? Quand est-ce que vous prendrez votre décision, Jean-Luc Mélenchon ? D'abord, commençons par dire, je sais que, surtout vous adorez faut que ça saigne, quoi. Bon, je suis au regret de vous dire que je n'ai aucune querelle avec François Ruffin, parce que souvent on évoque, j'ai même vu un titre qui disait « Suite de la guerre », mais il n'y a pas de guerre, nous sommes amis, et j'ai pour lui la plus grande estime, comme pour les autres d'ailleurs, mais lui en particulier, parce que en tant qu'auteur de documentaires qui ont été, en quelque sorte, notre orgueil et notre honneur collectif. Voilà. Alors, moi, j'aurai une décision à prendre. Vous m'avez demandé quand, je vais voir. On va d'abord laisser... Vous savez, moi, je suis comme vous, je n'avais pas prévu le Covid-19, je n'avais pas prévu la catastrophe qui s'avance là. Je me sentais, si vous voulez, plutôt dans le rôle d'un homme qui prépare la suite, fait en sorte que les choses se passent bien. En plus, j'ai pris des coups très rudes. Mon image a été abîmée par les violences que j'ai subies. Maintenant, tout le monde comprend que ça a compté, ces choses-là. Et maintenant, je me dis que je me sens une utilité nouvelle du fait de l'expérience que j'ai accumulée et du fait que les événements ne me font pas peur. Et que on sent que vous avez envie d'accélérer, on pourrait s'appuyer sur moi, mais je ne suis pas fou. Ça veut dire Non, ne croyez pas ça. Monsieur, si vous saviez, je vais vous dire, les candidatures à la présidentielle, c'est une croix à porter. Ne croyez pas un seul instant que ce soit une promenade de santé. C'est épuisant. Vous prenez des coups de tous les côtés. Nous ne pensons pas et cela. puis, je vais vous dire, la prochaine, il y a de grandes chances que ce soit un égout. Parce que quand on voit comment la précédente s'est passée, je redoute la suite. Vous redoutez la suite, mais vous dites au fond que même si vous aviez commencé à penser que peut-être il fallait prendre un peu de recul, les événements récents vous donnent plutôt le sentiment inverse. On a bien compris. Oui, on a bien compris. Mais vous êtes en train de me scruter, là, comme on scrute les entrailles de la volaille pour deviner... Oui, je comprends, mais je ne veux pas vous raconter d'histoire. Je sais que j'ai une décision à prendre, ça me coûte assez. Je dois être un des rares personnages de ce pays qui est monté dans un train dont il n'arrive plus à descendre. Alors, ça, c'est un problème. Mais non, ma décision n'est pas prise. Et puis, je vois faire mes plus jeunes camarades. Et ça me remplit de bonheur. J'ai pas envie que... Vous auriez préféré pouvoir descendre ? Des fois... Il y a des jours, oui, je ne vous cache pas que j'aurais préféré pouvoir être tranquille, à pouvoir faire ce que j'ai à faire, parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, et notamment j'ai des choses à écrire, et l'écriture prend du temps. Pendant le confinement, j'ai dû à la fois mener mon groupe. Non, pas de Venise, ami, oh là là, mais plutôt la tentation de l'écriture. Là, pendant le confinement, j'ai écrit un petit travail qui s'appelle L'Engrenage, mais j'ai des choses encore à écrire. Et je suis très jaloux de ceux de mes collègues qui arrivent à avoir ce temps que moi je n'ai pas. Parce que président de groupe, vous savez, c'est un casse-tête terrible. Et je suis à la tête d'un groupe de 17 têtes dures qui sont très difficiles à manier. Ils auront entendu. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir été avec nous en direct de Marseille.